Alors, indépendamment de cette interview de Bachar el-Assad, le temps nous est compté, donc on ne peut plus en parler, Yves de Kerdrel, mais on peut souligner peut-être que jeudi matin, vous publiez également l'interview de Bernard Squarcini, qui est l'ancien patron des services secrets. Et qui fait une révélation qui est susceptible de faire sauter effectivement un certain nombre de personnes en France. Il révèle que les services secrets syriens sont venus il y a 2 ans lui proposer la liste de tous les djihadistes français opérant en Syrie. Bernard Squarcini s'est tourné vers son homologue français qui a dit effectivement ça m'intéresse mais il faut que je réfère au Premier ministre Manuel Valls. Manuel Valls a dit pas question, nous n'échangeons pas de renseignements avec un régime tel que la Syrie. Ce sont les déclarations et les propos de Bernard Squarcini publiés dans le Valeurs Actuelles de jeudi. Bon, heureusement, après, pour s'occuper de tout ça, on a quand même notre premier ministre. Ah, j'ai du mal sur cet épisode, hein. Manuel Valls. Oui, Manuel Valls. Celui qui, il y a 6 mois, donnait des informations au Qatar et à l'Arabie Saoudite pour lutter contre Daesh. Je rencontre aujourd'hui le Premier ministre du Qatar, qui est également ministre de l'Intérieur, que je connais bien et qui est particulièrement déterminé à lutter contre le terrorisme. Et donc nous aurons cette discussion pour voir comment nous pouvons, les uns et les autres, être beaucoup plus efficaces contre le terrorisme, bien évidemment, mais aussi pour lutter contre tout ce qui, aujourd'hui, depuis des années, fonde la progression de cet islamisme radical. C'est un partenaire loyal. Le pouvoir en Arabie Saoudite comme au Qatar lutte contre Daesh. Ça c'est incontestable. En même temps, le djihadisme, c'est quand même un problème un petit peu plus complexe. Quand tu regardes en détail, tu t'aperçois... Bonjour les amis. Vous connaissiez déjà Daesh Machine, la seule lessive qui lave les cerveaux et attire les taches. Mais maintenant, avec sa nouvelle formule, Daesh Machine va encore plus loin et devient la seule lessive à changer les couleurs. Regardez-moi ces taches. Du bleu, du blanc, du rouge. Il y a 1 mois, vous portiez ça, vous étiez un facho. Aujourd'hui, vous êtes un héros. Daesh Machine, nouvelle formule. La lessive qui rend les Français moins cons. Mais 2 jours seulement, après ça marche plus. Bon, c'est bon pour prendre l'épisode? Voilà. Donc Manuel Valls, pour en revenir à ce qu'on disait, il nous a expliqué clairement pourquoi les djihadistes ils s'en prenaient à nous. Hein? À cause des frappes en Syrie? Non, pas du tout en fait. C'est parce qu'ils aiment pas notre jeunesse et notre vivre ensemble. Nous intervenons en Irak et en Syrie depuis longtemps déjà. En Irak depuis plus d'1 an. Pourquoi? Parce qu'il y a des populations qui sont massacrées. Nous intervenons non pas parce que nous avons des intérêts économiques, non pas parce que nous voulons défendre nos intérêts, je sais pas, dans le domaine du pétrole, mais parce que nous considérons que c'est la civilisation, que ce sont nos valeurs, qui sont d'abord attaquées par ces organisations terroristes et par Daesh, qui en plus occupe un territoire particulièrement vaste, et avec des moyens qui lui permettent ensuite de lever une armée, soit en Syrie, en Irak, soit contre nous en Europe. C'est pour cela que nous sommes intervenus. Et si Daesh attaque la France, c'est pas parce que nous intervenons là-bas, c'est parce que nous sommes la France. Daesh attaque d'abord nos lois sur la laïcité, nos valeurs, notre art de vivre, la jeunesse qui a envie de s'amuser. Elle attaque la France parce que la France est, c'est comme ça, depuis toujours, un message particulier à passer au monde, qui est un message de fraternité et d'universalité. Ouais, je suis quand même assez moyennement convaincu. Hein. T'as pas une autre explication, arabe? Hein? Non mais juste, on essaye, 1 minute pareil, voilà, juste on compare après. Octobre 2015, Manuel Valls se rend à Riyad, il signe pour 3 milliards d'euros de promesses de contrat et lance cet appel aux acteurs économiques saoudiens. Venez investir dans notre pays, au cœur de l'Europe, c'est le moment plus que jamais. Le rôle de l'Arabie Saoudite et du Qatar, 2 de nos partenaires commerciaux, est pourtant plus que trouble dans la création du groupe État islamique. En 2010, ces 2 pays entendent parler d'un projet iranien de pipeline pour le pétrole et le gaz qui traverserait l'Irak et la Syrie. L'Arabie Saoudite et le Qatar prennent très mal l'idée d'un pipeline qui pourrait aller depuis l'Iran jusqu'à la Méditerranée et qui pourrait donc concurrencer leur livraison de pétrole. Ils vont dire, mais dans le fond, le problème c'est Bachar. Bachar,
Il est en train de signer un accord qu'il ne devrait pas signer avec l'Iran, donc c'est un personnage extrêmement dangereux, donc il faut renverser Bachar. Et peu après, financés par Riyad et Doha, les groupes djihadistes vont monter en puissance en Syrie. Les financements saoudiens et qataris vont se poursuivre jusqu'en 2013. Le groupe État islamique ensuite les inquiète, mais malgré cela, des Saoudiens continueraient de le financer en sous-main. Le pétrole de Daesh ne peut sortir et ne peut être payé que par des gens qui sont prêts à le payer et à étouffer son existence. C'est forcément un mélange de Turcs et de Saoudiens. Doit-on continuer à faire des affaires avec ceux-là même qui ont armé les bras des terroristes que l'on combat aujourd'hui? La question se pose donc après les attentats du 13 novembre. Alors moi je la trouve plus crédible quand même cette explication. Elle est conspirationniste. Oui mais c'est la vérité donc on s'en fout. Ah bon, on s'en fout alors. Donc du coup, pour en revenir à l'état d'urgence, ils ont prévu plein d'autres trucs youpi aussi. Ah oui, ça va être sympa. Donc ils vont rendre plein de choses. Ils vont étendre les délais de garde à vue, faire des arrestations arbitraires, modifier la Constitution, restreindre la liberté de la presse. Ah oui, mais par contre, ils ont quand même prévenu. Oui, ils ont fait ça dans les règles. Ils ont envoyé une petite lettre au gouvernement, à la Cour européenne des droits de l'homme, pour les prévenir qu'ils risquaient de bafouer les droits de l'homme. Comme ça, au moins, c'est plus clair, on se fait pas baiser. Et du coup aussi, ils ont décidé d'assigner des gens à résidence. Ouais, c'est un nouveau truc. Mais il a dit, Bernard Cazeneuve, il a dit ce sera que pour les djihadistes. Mais la première vague d'arrestation, les autres, c'est pas des djihadistes. Non, les premiers qu'ils ont arrêtés juste après, c'était des militants écologistes. Ouais, qui voulaient perturber la COP 21. La petite sauterie de François Hollande. Bah, l'autre, il reçoit des gens à la maison et tout, il a envie que ça se passe bien. D'ailleurs, ils sont tellement prudents au gouvernement qu'ils vont directement les choper chez eux, les écologistes. Avec les agriculteurs, tout ça. Ah, ils font un lot, comme ça, c'est plus simple. Élodie et Julien sont maraîchers. Dans leur ferme, ils cultivent des légumes bio. Là, il y a des magnifiques navets, bien gros. Alors là, on a les salades. Pas qu'elles gèlent, on met un petit tunnel. C'est les feuilles de chêne rouges. Le 24 novembre dernier, au petit matin, eux aussi ont reçu une visite surprise des gendarmes. Ils sont arrivés ici vers 7h du matin. Il y avait sûrement à peu près 4-5 voitures qu'on a vues après en sortant. Ils se sont garés ici et ils sont passés par derrière, par là-bas. Une douzaine de gendarmes, lampe torche à la main, qui contournent la maison puis font irruption dans leur salon. Ils sont rentrés par cette porte. Là, on n'a évidemment pas compris. On leur a demandé pour quelles raisons ils étaient là. Ils nous ont parlé d'état d'urgence. Pour toute réponse, les gendarmes leur tendent un ordre de perquisition signé par le préfet. Considérant qu'il existe des raisons sérieuses de penser que peuvent se trouver dans les locaux situés lieu-dit chez nous, personnes, armes ou objets susceptibles d'être liés à des activités à caractère terroriste. Les gendarmes fouillent la maison pendant 2 heures, sans rien trouver. Face aux questions, ils finissent par expliquer qu'Élodie et Julien ont été fichés après une manifestation contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, il y a 3 ans. Voilà, en fait, c'est des opinions qu'on assume, on est militants, on a des opinions politiques. Quel rapport avec Daesh et les morts qu'il y a eu, quoi. On est maraîchers bio. Si vous attendiez à quoi? Des légumes bio? On leur a dit qu'est-ce que vous cherchez en fait? Est-ce qu'en fait l'état d'urgence c'est pas déjà une dérive en soi puisqu'on fait des perquisitions chez des gens sans raison aucune? C'est juste des suspicions. Partout en France, les accusations de dérapage se multiplient. Mais en même temps, je les comprends. Attention, bah oui, c'est dangereux le militant écologiste. Attends, t'imagines? Si les mecs ils se ramènent, ah ouais, attends, tu sais pas toi? Un punk à chien, 2 cracheurs de feu, un concert de trio, puis c'est plié. Tu te retrouves avec le tympan percé, les poils de cul qui crament, et les mollets chicotés, attention, non. T'imagines s'ils ramènent des roquettes, les autres, hein? Oui, c'est pas de la laitue ou de la batavia, mais une roquette, mal digérée, si la vinaigrette est pas fraîche, tu te chopes la chiasse pendant 2 jours. Ah non, on n'est jamais trop prudent. Alors du coup, les gens, ils étaient un petit peu plus rassurés. Enfin, pas tous. Ah bah non, il y en a un qui flippe grave en ce moment. C'est Thierry Meunier. Ouais, Thierry Meunier. C'est un député Les Républicains à l'Assemblée nationale. Meunier, tu dors, Ah bah non, il dort pas, Thierry Meunier. Ah non, il roupille pas à l'Assemblée, lui. Il propose des lois. Puis que des lois de champions. Ouais, là, sa dernière, c'est parce qu'il flippe tellement sur le djihadisme qu'il a fait une proposition de loi pour que les députés de l'Assemblée nationale puissent porter des flingues. C'est pas une blague. Non, il a vraiment osé.
Et pour le peuple, connard, on fait comment? C'est d'ours, on a le droit au pistolet à billes, c'est ça? Ah bah non, bah oui, parce qu'on n'y a plus droit non plus au pistolet à billes. Ah oui, parce qu'ils veulent tellement lutter contre le djihadisme que juste dans la foulée des attentats, eh ben, ils ont classifié que les pistolets à billes, les trucs d'airsoft à la con là, ouais, bah c'est des armes maintenant, mais de 6e catégorie, c'est pas une blague. C'est entre le Charles Leclerc et le Charles de Gaulle à peu près au niveau de la violence. C'est, putain, ça fait flipper quand même. Juste une petite question du coup, Manuel Valls, parce que moi dans une semaine j'ai une convention YouTube, ouais, pour la sortie de Star Wars, j'y vais, je voulais ramener mon sabre laser. Je peux ou pas? C'est pas un vrai, hein, je peux pas? Merde, c'est con. D'un autre côté, s'il se retrouve avec des flingues à l'Assemblée nationale, ça peut être rock'n'roll pendant les débats. Mais bon, franchement, t'abuses Thierry Baudier. Demandez des flingues. Vous êtes déjà protégé avec tout ce que François Hollande il fait pour vous. Les 5000 policiers et gendarmes là, formés en 2 ans, pour protéger le... Hein? Ah, c'est pour protéger les Français? Oui. Ouais, 5000 policiers et gendarmes pour protéger 65 millions de Français, ça va être juste. Par contre, 5000 policiers et gendarmes, je dis juste ça comme ça, pour protéger François Hollande et l'Assemblée nationale le jour où 65 millions de Français vont descendre dans la rue pour leur tirer les bretelles, ça va... Ah bah ça va servir à quelque chose là pour une fois. Bon après attention les copains, hein, hashtag pas d'amalgame. Ah, oui je sais pas le faire, moi j'ai fait la croix de Jésus, j'ai pas compris leur histoire de hashtag. Donc non, je dis pas que chez les Républicains ils proposent tous n'importe quoi en ce moment. Non, il y en a qui disent des choses très intelligentes, comme Nicolas Sarkozy. Ah oui sur Twitter, oh là là, il a dit un truc, j'étais totalement d'accord avec lui. Oui il a dit le multiculturalisme est contraire à notre identité nationale. Je suis tout à fait d'accord avec toi Nico. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu. Et en relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire. D'ailleurs, c'est la consanguinité qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. La France a toujours connu, au cours des siècles, a toujours été au cours des siècles métissée. La France a métissé les cultures, les idées, les histoires. La France qui a su métisser ses cultures et ses histoires en a construit, produit un discours universel parce qu'elle-même, la France, se sent universelle dans la diversité de ses origines. Mesdames et messieurs, c'est la dernière chance. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Mais nous n'avons pas le choix. La diversité à la base du pays doit se trouver illustrée par la diversité à la tête du pays. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. Ah oui, attends, bah quoi? Bah, t'es fils de Hongrois, petit-fils de Grec, ton grand-père maternel appartenait à une famille juive séfarade, ta deuxième bonne femme, elle était espagnole, et la dernière, elle est italienne. Je suis tout à fait d'accord, Nico. T'es complètement contraire à notre identité nationale et à nos valeurs républicaines. Tout à fait d'accord. Bon, après, il a aussi dit des conneries, Nico. Ah, il nous a dit sur Twitter aussi que quand on consultait des images de djihadistes, c'est qu'on était un djihadiste. Ouais, c'est... bon. Et ça marche pour les dictateurs, au fait, Nico, ou pas? Bah, quand on consulte des dictateurs, on est dictateur ou pas? Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays de blaireau où des gens de plus en plus en sécurité mais de moins en moins libres sont prêts à perdre beaucoup de liberté pour ne pas gagner plus de sécurité. On est peut-être frères, hein, mais bêtes comme vous êtes, ça m'étonne pas qu'on ait perdu quasiment toutes nos guerres. On est à la 18e semaine de l'année et le français moyen est triste. Suffit de lui parler de terrorisme et là tout glisse, il écarte ses cuisses comme David Luiz de sa vie privée, fait le sacrifice et on le connaît. Hein. Le jour où il se rendra compte qu'on lui a mis dans l'anus, il noiera sa douleur dans l'anis. Alors donc effectivement il y a une loi complètement liberticide sur le renseignement qui nous arrive en pleine gueule. Alors eux ils dédramatisent, pour eux c'est juste donner un cadre légal à des pratiques déjà existantes. Alors en fait t'as des agents qui violent la loi et plutôt que de les condamner, on va changer la loi pour eux. Ah bah c'est bien, ouais ce serait un bon raisonnement si on vivait en absurde.
dit, tu vois. Hein, mais vous réfléchissez à l'envers, les mecs, vous avez des cheveux qui poussent dans le tronc, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à communiquer cette information aux fumeurs de cannabis. Ça fait 20 ans qu'ils fument comme si c'était légal, ok? Alors, pour le gouvernement, pour nous faire peur, ils disent que c'est une loi axée sur le terrorisme, d'accord? Mais il y a quand même 7 motifs d'application de cette loi, dont certains qui sont particulièrement vagues, à savoir la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée, donc n'importe quel petit délinquant pourrait être mis dedans quasiment, et la prévention des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale. Alors ça c'est très large, hein, parce que si tu veux ça veut dire que 99% des associations militantes ou des manifestations organisées sont susceptibles de tomber sous le coup de cette loi. C'est quand même un petit peu embêtant. Donc avec cette loi il n'y a plus besoin du juge judiciaire qui est quand même le garant de nos libertés individuelles, hein. Par contre pour nous détendre il y a quand même une commission. Donc c'est une commission qui sera formée de 2 magistrats, 2 parlementaires et un technicien je crois. Et alors sauf que cette commission si tu veux, alors dans le cas de l'urgence on peut se passer de son avis et le Premier ministre il peut passer outre l'avis que donnera cette commission en amont. Voilà. Et surtout si c'est urgent, bah non, on n'a pas besoin de toi. Alors autant te dire que cette commission elle est utile comme un bodyboard dans le désert, mon copain. Hein. Alors, et je sais pas de la gueule de qui vous vous foutez. Hein. Vous arrivez à faire siéger le Conseil d'État en 1h30 pour un spectacle comique de Dieudonné, d'accord? Mais par contre, là, au nom de l'urgence, vous pouvez pas faire siéger une commission qui est basique comme un croissant au beurre sans beurre. Alors ça, faudra m'expliquer. Alors Cazeneuve, ce génie, nous explique que oui, mais ces dispositions sont quand même moins dangereuses que les organisations terroristes qu'elle vise. Ah mais c'est complètement abruti comme argument, t'entends ce que tu dis toi? Ta mère elle t'a mélangé avec la bouteille d'Orangina quand t'étais bébé ou quoi? Mais putain, mais alors lui, le jour où il dira quelque chose d'intelligent, il sera trop con pour s'en rendre compte. Alors quant à Manuel Valls, notre cher Premier ministre, alors lui tout ce qu'il trouve à dire c'est arrêtez, vous êtes dans le fantasme, vous êtes dans le fantasme. Manuel, écoute-moi bien, hein, toi à poil dans une arène de corrida, drapé d'un maillot de Liverpool, en train de te faire courser par des taureaux sous coke, ça c'est du fantasme, d'accord? Mais de considérer que cette loi c'est une ingérence dans la vie privée complètement disproportionnée, qu'elle est liberticide, qu'elle peut être nuisible démocratiquement et que surtout elle peut représenter un violent danger potentiel pour le peuple si elle tombe dans les mains d'un gouvernement qui est encore plus malveillant que vous, ça en fait c'est juste du bon sens si tu veux, ça s'appelle de l'anticipation, du bon sens citoyen, ok? D'autant plus qu'ils vont mettre des beaux appareils d'enculés, donc ils vont être innovants dans la baisse du renseignement, à savoir des IMSI catchers, c'est des instruments comme ça tu peux te balader dans la foule avec et ça absorbe toutes les données électroniques des appareils électroniques avoisinants, d'accord? Sans distinction, on s'en fout que tu sois suspect, pas suspect, on réfléchira après, ok? Également il y a des boîtes noires, alors les boîtes noires c'est des fausses antennes relais, ton téléphone ça le dupe, il veut s'y connecter et pareil ça enregistre tous les métadonnées de tous les téléphones qui s'y connectent sans distinction. Et après c'est un algorithme, donc on ne sait pas comment il sera, on sait pas comment il sera calculé, mais c'est un algorithme qui décidera de savoir si tu es un individu suspect ou pas. Mais concrètement c'est une surveillance qui est ciblée, effectivement comme le dit Manuel Valls. Le problème c'est qu'elle est ciblée sur tout et sur tous. Voilà. Alors que font nos députés? Peut-être vont-ils voter contre? Oh bah non, oh les députés, ils étaient 30 pélo pour aller voter la loi, hein. Putain, je sais pas, vous foutez de la gueule de qui? Vous prenez 12 000 balles par mois sur la gueule des Français, bordel de merde, hein, et vous êtes pas foutus de vous déplacer pour aller appuyer sur un bouton pour une des lois sociétales la plus importante des 10 dernières années, bordel de merde. Et écoutez-moi bien, et le jour où on va décider de tondre les enculés, hein, l'hémicycle, il va ressembler au département cancérologie de l'hôpital de Fukushima, les médecins et les visiteurs en moins, hein, je vous le dis les mecs, à un moment donné, ça suffit. Et qu'est-ce qu'ils font à ton avis? Ils sont quand même un peu déplacés. Et ben ils ont produit une petite exception pour eux-mêmes, au calme. Eux ils sont hors du cadre de la loi. Ah au calmito les mecs. Ah ils sont comme ça. Qu'est-ce que vous aimez nous baiser, hein, putain. Et vous êtes comme les vendeurs de roses, hein. Vous savez pas vous arrêter les mecs. Ils sont comme ça dans un transat avec un cocktail, ils font craquer les os de leur cheville. Oh on les baise bien. On fait ça correctement, ouais. Vous faites ça beaucoup trop correctement, d'accord? Il faut se rappeler quand même que François Hollande et le Parti Socialiste, il y a à peu près 5 ans, était complètement contre le projet de loi sur le renseignement et il disait que c'était complètement liberticide, disproportionné, etc. Mais bon, si vous l'aviez pas encore remarqué, François Hollande, c'est un maçon manchot. Il a que de la gueule, celui-là, d'accord? Mais quand il s'agit d'être sur le terrain et de poser ses couilles, il n'y a plus personne. Alors, si tu veux... Alors, la CNIL est contre, d'accord? Les 2 principaux syndicats de la magistrature sont contre. Le principal syndicat d'avocats est contre. Par contre, qui est pour? Alors, 63% des Français sont pour.
Ah mais il y a 2 juges antiterroristes qui sont contre aussi. Mais 63% des Français, eux, ça leur plaît. Alors, les Français, faudrait peut-être avoir à l'esprit qu'il y a quand même plus de morts à cause des produits ménagers qu'à cause du terrorisme en France. D'accord, je sais pas. Et votre argument m'a su de dire oui, mais moi, j'ai rien à me reprocher. Puis le terrorisme, ça me fait peur quand même. Mais putain, mais vous êtes complètement con. Vous entendez que c'est con comme argument. Je sais pas, vous me faites penser à une pucelle naïve qui dirait comment ça, tu me crois pas que je suis vierge? Eh ben, t'as qu'à me baiser si tu veux vérifier, mon copain. C'est absurde. Tu vas pas quémander un toucher rectal à la police sous prétexte que tu n'as pas de stupéfiants pendant le contrôle d'identité. Tu te rends compte que ça ne tient bout. Tu te rends bien compte que c'est con quand même, non? Non, tu t'en rends pas. Ben moi je te le dis, t'es un connard, mon gars. T'es le genre de mec qui dort en chaussettes. Voilà, il s'agirait à un moment donné de te remettre en question et de réfléchir un minimum. D'accord? Alors, la grosse peur après, c'est donc le terrorisme. Qu'on nous vend le terrorisme. Attention, les attentats qu'il y a eu, Alors, je voudrais quand même rappeler que les frères Kouachi, ils ont été mis sous écoute pendant des mois, d'accord, et que ça a servi à rien. Koulibaly, il s'est fait contrôler une semaine avant son massacre. La police a contacté les services de renseignement, ils ont dit, il y a une fiche sur lui. Les services de renseignement, ils ont dit, ouais, tranquille, on le surveille. Avant de raccrocher et de retourner à leurs apéros. Et surtout, moi, je sais pas... Ce qui a pu me marquer pendant les attentats de janvier, c'est que tu as 2 narvalos pas particulièrement organisés qui sont arrivés armés dans une rue pour fusiller des gens, qui se sont gourés d'adresses. Ils ont tiré une balle à cet endroit-là. On peut considérer que l'alerte est donnée quand ils tirent la balle. Après, ils courent à l'autre adresse parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont cons, qu'ils sont gourés. Ils prennent quelqu'un en otage, ils se gourent d'étage, ils sont emmenés au mauvais étage. Après, il faut qu'ils redescendent au bon étage. Ils remenacent la personne pour faire un code. Ils ont le temps de faire l'appel et de tuer presque 10 personnes avant de repartir. Il y en a un qui fait tomber sa pompe, il la remet, ils ont le temps de tuer un policier, ils tombent juste sur une voiture de police qui sait pas ce qu'elle vient foutre là, elle était pas préparée à ça, qui fait une marche arrière. Je suis désolé moi, en fait ce qui m'a marqué c'est que le temps d'intervention de nos forces de l'ordre était aussi long qu'une action de but dans Olive et Tom. Ça m'a perturbé, et quand on voit effectivement que ces gens là ont réussi à quitter Paris, ça c'est perturbant. Donc à un moment donné vous enlevez des moyens matériels et financiers à la police et humains. Et nous, on doit payer avec notre liberté. Je ne pense pas que ce soit très cohérent. Mais effectivement, quand on voit que ces 2 narvalos-là, ils ont réussi à faire autant de mal, on se rend compte qu'on n'est pas prêt du tout à subir une attaque terroriste plus intelligente et mieux orchestrée. Ça saute aux yeux comme les jacques faciales d'un mec qui sort de tôle. Ça, je vous le dis, on est complètement mal barré à ce niveau-là. Donc, après, il y a peut-être d'autres manières. Je sais pas, par exemple, d'anticiper un petit peu, faire de la prévention. Je trouve qu'on a un accès très très facile aux sites djihadistes et à la propagande djihadiste. C'est peut-être anticiper, et tout ça c'est public, parce que le but de ces outils-là c'est de radicaliser des gens qui ne le sont pas encore. Peut-être qu'on pourrait être plus vif dans la suppression de ces contenus illicites ou dans leur surveillance. Je dis ça, j'en sais rien. Toujours est-il que je pense que cette loi est complètement liberticide, qu'elle est absurde et non avenue, d'accord? Et je suis assez affligé de voir à quel point le peuple français peut subir en fermant sa gueule, alors qu'il irait manifester dehors si les bières elles augmentaient d'1 euro. Monsieur Debré, lorsqu'une action criminelle est déguisée en posture politique ou diplomatique, il n'en reste pas moins que la loi ne disparaît pas du code pénal sous prétexte de propagande. Si la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, non légitimée par référendum, a fait disparaître de notre constitution le principe de crime de haute trahison, dont pourrait se rendre coupable le président de la République et tout ou partie de son gouvernement, il n'en reste pas moins que ce crime n'a pas été aboli dans le code pénal. Ainsi, le chapitre 1er du livre 4 du code pénal porte sur la trahison et l'espionnage. Pas moins de 9 articles du code pénal sont constitutifs du crime de haute trahison, comme en dispose l'article 411.1 du code pénal. Je vous écris pour dénoncer pas moins de 2 crimes de haute trahison commis par le président de la République en personne, ainsi que différents ministres, Affaires étrangères, Défense, Écologie et Transport, que leurs compétences et charges ne pouvaient laisser ignorants et dénués de complicité active quant à cette violation excessivement grave de la loi. Le 5 juin 2013, une bombe médiatique explose au Royaume-Uni avant de s'étendre sur le reste du monde. Le journal britannique The Guardian vient de recueillir et publier le témoignage d'Edward Snowden et nombre de données classifiées secret défense par la NSA. Suite à ces révélations, le journal Le Monde ajoute le 20 octobre 2013 que pas moins de 70,3 millions de données de télécommunications de citoyens français ont été collectées par la NSA. Il en ressort que ces données proviennent pour partie d'une installation gérée notamment par France Télécom, laquelle permet de connecter le câble sous-marin CMEWE 4 reliant l'Asie au continent européen à un centre de données situé à Marseille. Par ailleurs,
Les correspondances de nos diplomates à l'ONU semblent avoir aussi été espionnées selon l'édition du 1er septembre 2013 du Spiegel, correspondance qui relève du secret défense comme en dispose l'article 413.9 du Code pénal. À ce stade, je tiens à mentionner que l'article 226.22.1 du Code pénal dispose que le fait, hors des cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destiné à faire l'objet d'un traitement vers un État n'appartenant pas à la communauté européenne, en violation des mesures prises par la Commission des communautés européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées par l'article 70 de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Si je mentionne cet article de loi, c'est parce que le journal Le Monde daté du 29 novembre 2013 révèle que la Direction générale des services extérieurs et la NSA ont noué une collaboration fructueuse qui va aller crescendo jusqu'à la fin 2011, début 2012, moment où l'on change d'échelle. De simples échanges d'informations, on passe à un protocole d'interception massif de données numériques transitant par la France. Ce qui signifie donc qu'au-delà de l'espionnage, entre guillemets, subi par la France de la part des États-Unis d'Amérique, c'est bien la livraison à une puissance étrangère de données informatisées dont l'exploitation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation dont il est question ici. Les autorités politiques de l'époque ont donc violé les articles 411.6 et 411.7 du Code pénal sans jamais avoir été inquiétés. La transmission de données de télécommunications étant soumise au droit national pour commencer, l'article 226.15 du Code pénal protège le secret des correspondances. Il ne peut être question d'échange d'informations entre services étrangers de lutte contre le terrorisme à raison de plusieurs millions de données de télécommunications, à moins que 67 millions de nos concitoyens soient suspectés de terrorisme. Bien entendu, cette livraison de données informatisées par la France aux autorités américaines a débuté bien avant le mandat de François Hollande et a atteint son paroxysme fin 2011 selon les données livrées par Edward Snowden, ce qui à ce stade pourrait dédouaner le chef de l'État d'être mêlé à ce crime de haute trahison et oblige à ce qu'une enquête soit ouverte sur les responsabilités de Nicolas Sarkozy et les différents ministres impliqués durant cette période. Cependant, c'est bien sous le mandat de François Hollande que l'affaire va être révélée et vite poussée sous le tapis. Je tiens ici à rappeler les attributions du président de la République qui lui sont conférées par l'article 5 de la Constitution. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Cet article ne souffre pas d'ambiguïté. Si l'intégrité territoriale est menacée, par exemple lorsqu'une puissance étrangère aliène la sécurité de nos infrastructures ou dispose de complicités permettant d'accéder à des données de télécommunications extrêmement sensibles en France, il est du devoir du président de la République de veiller à mettre fin à une telle crise et restaurer la sûreté de nos infrastructures et équipements. Ce sont cependant les articles L. 1111.1 et L. 1111.2 du Code de la Défense qui précisent le mieux ce qui relève de la défense de notre intégrité territoriale par le chef de l'État. Article 1111.1 du Code de la Défense. La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter. L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale. La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe dans le cadre des traités européens en vigueur à la politique européenne de sécurité et de défense commune. L'article L. 1111.2 du Code de la Défense dispose quant à lui que le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis par le précédent article. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141.1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population,
des décrets pris en Conseil des ministres peuvent ouvrir au gouvernement toute ou partie des droits définis à l'article L. 2143.3. L'article L. 2141.1 du Code de la Défense mentionné dans le second alinéa évoque très clairement la nécessité de diminuer la vulnérabilité des équipements principaux. Je vais donc ici postuler comment le président de la République aurait dû agir en ce sens au moment où l'affaire éclatait, même si je conviens que ce genre de décision a des implications profondément politiques. Autre manière de me référer au second alinéa de l'article L. 1111.1 du Code de la Défense qui dispose que l'ensemble des politiques publiques concourent à la sécurité nationale. Le premier devoir du président de la République aurait dû être de veiller à ce que nos services de renseignement disposent du maximum d'informations sur les vulnérabilités existantes de nos infrastructures et équipements, lesquels ont permis que des millions de données soient interceptées par une puissance étrangère. Pour cela, le président de la République aurait pu légitimement invoquer l'article 4 de la Constitution de 1946, faisant partie de notre bloc de constitutionnalité, et accorder l'asile politique à Edward Snowden, ce qui aurait donc permis à nos services de contre-espionnage de pouvoir jouir de toutes les données collectées par le jeune lanceur d'alerte américain et circonscrire les vulnérabilités de nos infrastructures quant à la protection de nos données. En second lieu, le président de la République aurait dû considérer que l'acte d'espionnage peut être considéré comme un acte militaire extrêmement malveillant s'agissant de nos intérêts fondamentaux et acter que les États-Unis d'Amérique, loin d'être une puissance alliée, se révèle être une puissance hostile à la souveraineté du peuple français et à l'intégrité de notre territoire. De fait, il aurait été tout à fait légitime et salutaire pour la France que le président de la République fasse saisine de l'article 13 du traité sur l'Atlantique Nord afin de nous sortir unilatéralement d'une alliance militaire avec une puissance étrangère manifestement hostile. Nous y maintenir revient en soi à trahir le peuple français et restaurer un régime de collaboration. Seule la puissance étrangère et le contexte historique changent, pas la nature du crime de haute trahison. Enfin, les négociations portant sur le projet de traité de libre-échange TAFTA avec les États-Unis auraient dû être purement et simplement arrêtées. Un président de la République soucieux de défendre les intérêts de son peuple ne passe pas d'accords commerciaux défavorables à la France avec une puissance étrangère ayant une posture agressive avec nous. Si par faiblesse, le président de la République n'avait pas souhaité subir le feu des critiques de nos partenaires, entre guillemets, européens, ou les députés les plus atlantistes du Parlement, c'est-à-dire à peu près tous, rien ne lui empêchait d'organiser un référendum pour que le peuple souverain puisse se prononcer sur ces questions éminemment liées à nos intérêts fondamentaux. Mais absolument rien de tout cela n'a été fait, à part quelques rodomontades dans les médias pour donner le change. Le gouvernement n'a pris aucune mesure coercitive ou de protection. Nous sommes aujourd'hui toujours dans l'OTAN. La France continue de laisser la Commission européenne négocier le traité transatlantique de libre-échange et Edward Snowden n'a jamais été entendu par nos services de contre-espionnage du fait qu'il ne bénéficie pas de l'asile politique. Postulons à ce stade qu'il s'agit d'un simple manquement à ses devoirs, ce qui en soi est suffisamment grave pour que la Haute Cour se réunisse et statue sur la destitution du président de la République comme l'article 68 de la Constitution en dispose. Il n'en reste pas moins que lorsque le 2 juillet 2013, le président de la République a utilisé les moyens et personnels militaires et civils de la France pour interdire la traversée de notre espace aérien au président de la République de la Bolivie au motif que les États-Unis d'Amérique soupçonnaient que son appareil transportait Edward Snowden, nous n'étions plus dans le registre de la trahison passive du chef de l'État, mais bien proactive. Contrairement aux déclarations avancées par le ministère des Affaires étrangères, c'est bien l'hypothétique présence d'Edward Snowden dans l'avion du président Evo Morales qui a entraîné une telle décision des autorités françaises. Ceci a été révélé par le président de la Bolivie lui-même, alors qu'il évoquait les négociations avec Alberto Carneno, ambassadeur d'Espagne en Autriche, dans un article du Monde diplomatique datant du mois d'août 2013, lequel lui fera part des suspicions états-uniennes quant à la présence d'Edward Snowden dans son avion. Je cite ici Monsieur Evo Morales. Lorsque je l'interroge sur les raisons de cette l'exigence étant la fouille de l'avion présidentiel d'Evo Morales, Monsieur Carnero évoque le nom de Monsieur Edward Snowden, cet employé d'une société américaine auprès de laquelle Washington sous-traite certaines de ses activités d'espionnage. J'ai répondu que je ne le connaissais qu'à travers la lecture de la presse. J'ai également rappelé aux diplomates espagnols que mon pays respectait les conventions internationales. En aucun cas je n'ai cherché à extrader qui que ce soit vers la Bolivie. Si à la rigueur,
La France, et non pas ses autorités politiques, avait de bonnes raisons de contribuer ainsi activement à la capture d'Edward Snowden, nous pourrions passer outre cette grave forfaiture diplomatique sans compter la violation du droit international et des autorisations de survol permettant à cette ambassade volante de poursuivre son chemin. Mais il s'avère que des millions de communications téléphoniques et diplomatiques de la France ont été captées par une puissance étrangère manifestement hostile. De fait, il revenait au président de la République de remettre à leur place les autorités américaines, leur rappeler la souveraineté de la France sur son espace aérien et laisser l'avion du président de la Bolivie, pays qui pour sa part ne nous espionne pas, survoler notre territoire. Le fait d'avoir mis ainsi les équipements et personnels de la France au profit des États-Unis d'Amérique pour faciliter la capture d'une personne à qui nous aurions logiquement dû accorder l'asile politique constitue un crime de haute trahison tel que prévu par les articles 411.3 et 411.5 du Code pénal. Le ministre des Affaires étrangères a menti dans son communiqué datant du 3 juillet 2013 en évoquant, je cite, « les regrets de la France suite au contretemps occasionné pour le président Morales par les retards dans la confirmation de l'autorisation du survol du territoire par l'avion du président. » En effet, le site internet Le Grand Soir révèle pour sa part que la Bolivie a demandé et obtenu l'autorisation de traverser l'espace aérien dès le 27 juin 2013, c'est-à-dire 6 jours avant l'incident. La France savait ainsi depuis plus d'une semaine que l'avion présidentiel bolivien traverserait le territoire national. Ce n'est donc pas un contretemps lié à des retards dans la confirmation de l'autorisation de survol de notre territoire, mais bien une décision du président de la République et son ministre des Affaires étrangères d'interdire le survol de l'avion d'Evo Morales de notre territoire. Lorsque nos autorités mentent au peuple français par leurs canaux officiels, il n'est pas admissible de leur faire confiance sur la légitimité de leurs actions. Cette seule affaire devrait logiquement se suffire à elle-même pour que la haute cour se réunisse, sans même que les citoyens particulièrement choqués d'une telle trahison saisissent leurs députés pour qu'elle agisse. Le président de la République n'a pas pu prendre la décision d'interdire le survol d'un avion présidentiel d'un État ami sans que l'entité la plus volontariste à exfiltrer Edward Snowden n'ait pu influencer sur cette décision. En clair, ce n'est pas un appel téléphonique d'une autorité militaire ou administrative française, ni celui de la chancelière allemande ou le Premier ministre japonais qui a déclenché la volonté subite de François Hollande d'interdire le survol de son territoire de cet avion. Cela ne peut être lié qu'à un appel téléphonique américain. Ce qui signifie que François Hollande a déclenché une très grave crise diplomatique et servi expressément les intérêts d'une puissance étrangère, espionnant sans vergogne le peuple français au mépris le plus élémentaire des devoirs qui incombent à sa fonction. Le second crime de haute trahison de François Hollande maintenant. Là où l'intelligence du politique du président de la République aurait dû être de savourer cette impunité et éviter de répercuter de telles erreurs, François Hollande a renouvelé son crime de haute trahison récemment avec le refus de livraison des navires Mistral à la Russie. Remettons-nous d'abord dans le contexte historique unissant le peuple russe au peuple français, car cela est important à l'ère de la propagande de guerre contre la Russie. Lorsque les révolutionnaires russes sont parvenus à faire chanceler le régime du tsar en 1905, civils et militaires chantaient alors la Marseillaise dans les rues de Saint-Pétersbourg. Je ne crois pas avoir lu ou entendu où que ce soit que des civils ou militaires américains aient un jour chanté la Marseillaise dans leur pays. Quoi qu'il en soit, nous noterons que l'amitié entre les peuples russes et français est ancienne et intense. La Russie, par 2 fois durant le dernier siècle, sera aussi notre allié militaire et versera son sang pour mettre fin à la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale. En 1950, lorsqu'on demandait aux Français quelle nation avait le plus contribué à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'écrasante majorité d'entre eux désignait la Russie. Et comment leur donner tort quand on établit le sinistre décompte des morts de chaque nation durant ce conflit, et que l'on sait que ce sont bien les Russes qui ont atteint Berlin les premiers et permis la capitulation immédiate des autorités militaires allemandes après le suicide de Hitler dans son bunker. La Russie, que ce soit par son respect du droit international, notre histoire partagée ou sa proximité géographique est donc bien un partenaire militaire et commercial autrement plus sérieux et légitime que les États-Unis d'Amérique. Si jamais elles devaient nous espionner, les autorités russes sont assez intelligentes pour ne pas perdre la loyauté de leurs agents, contrairement aux autorités américaines. La Russie a aussi accordé l'asile politique à Edward Snowden, contrairement à toutes les pseudo-démocraties occidentales, et les observateurs attentifs de la géopolitique constatent que les médias russes sont nettement plus libres et rigoureux dans les informations données que leurs homologues en France sur les problèmes internationaux. Enfin, ajoutons que si la Russie use volontiers de son armée lorsque sur son territoire ou à ses frontières des périls menacent les intérêts fondamentaux de la nation russe,
Personne ne peut rendre responsable la Russie de la déstabilisation récente de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye ou la Syrie. Il en va de même pour l'Ukraine, dont le pays a été déstabilisé par les États-Unis d'Amérique, à l'aide de ses vassaux des pays baltes en particulier. Mais c'est l'interception d'une communication téléphonique entre Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine pour l'Europe et l'Eurasie, et l'ambassadeur américain en Ukraine, Geoffrey Piat, qui achève d'orienter les responsabilités réelles quant à la guerre civile ukrainienne actuelle. Je retranscris ici l'enregistrement de la conversation téléphonique, du moins les aspects importants de celle-ci pour justifier le complot existant. Cette retranscription en français a été assurée par le site lescris.fr que je vous conseille vivement de suivre. Ici, c'est Victoria Nuland qui va donc engager la conversation. Que pensez-vous ? Geoffrey Piat répond. Je pense que nous jouons la pièce Klitschko. C'est un ex-boxeur et leader des émeutiers de la place Maïdan. Klitschko est évidemment l'électron le plus compliqué ici, en particulier le fait qu'on l'ait annoncé comme vice-premier ministre. Vous avez vu mes notes sur la difficulté du mariage en ce moment. Nous essayons d'obtenir une lecture très rapide pour savoir s'il fait partie de l'équipe. Mais je pense que votre raisonnement à son sujet que vous aurez besoin de lui dire, je pense que c'est le prochain coup de téléphone que vous souhaitez organiser, est exactement celui que vous avez fait à Yats. C'est le surnom de Yatsenyuk, oui, actuel Premier ministre ukrainien. Je suis heureux que vous l'ayez mis sur la sellette, il s'inscrit dans ce scénario. Si ces premières phrases n'induisent pas qu'il y a un complot, très clairement, que les États-Unis sont en train de comploter et d'installer les agents d'influence qu'ils souhaitent au gouvernement ukrainien, je ne sais pas ce que c'est, mais on va continuer et vous allez le sentir, ce qui relève d'un complot. Il n'y a pas d'autre mot. Victoria Nuland répond donc. Bon, je ne pense pas que Klitschko devrait être dans le gouvernement. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En gros, elle décide de qui peut être et qui ne peut pas être. Geoffrey Piat répond. Oui, je veux dire, je suppose, pour ce qui est de sa non-participation au gouvernement, je serais d'avis de le laisser en dehors pour qu'il se consacre à ses obligations politiques. Je ne fais que réfléchir pour trier les options pour avancer. Nous voulons garder ensemble les démocrates modérés. Le problème sera avec Tiani Bok, c'est le leader de Svoboda, l'extrême droite ukrainienne, et ses gars. Vous savez, je suis sûr que cela fait partie du calcul de Yanukovych, président ukrainien aujourd'hui déchu. Victoria Nuland répond à nouveau. Je pense à Yats. Yats, c'est le gars. Il a de l'expérience économique et de l'expérience de gouverner. C'est le gars. Vous savez, ce qu'il a besoin, c'est que Klitschko et Tiani Bok restent à l'extérieur. Nous aurons besoin de leur parler 4 fois par semaine. Vous savez, je pense juste que si Klitschko entre, il va devoir travailler à ce niveau avec Yatsenyuk. C'est juste ça que ça ne va pas marcher. Geoffrey répond. Ouais, je pense que c'est vrai. Ok, bon, souhaitez-vous que nous organisions un appel avec lui comme prochaine étape ? On parle d'étape, on parle d'installer des gens là. Victoria Nuland, ma conception de l'appel dont vous parlez, c'est que les 3 grands participent à leur propre réunion et que Yats leur propose dans ce contexte. Vous le savez, une conversation 3+1 ou 3+2 si vous participez, c'est ainsi que vous le comprenez. Geoffrey. Non, je ne pense pas que c'est ce qu'il a proposé, mais connaissant leur dynamique interne lorsque Klitschko était le chien dominant, vous voyez le mépris qu'ont les diplomates américains pour les gens qui veulent installer en Ukraine, visiblement c'est leur toutou. Il va prendre son temps avant de se pointer à une de leurs réunions et doit déjà être en train de parler à un de ses gars. Donc je pense que si vous vous adressez directement à lui, cela aiderait à faire de la gestion de personnalité parmi les 3. On parle de gestion de personnalité encore une fois. Cela vous donne également une chance d'agir vite sur tout cela et nous permettra d'être derrière avant qu'il s'assoie et qu'il explique pourquoi il n'est pas d'accord. Victoria. Ok, bon, je suis heureuse. Pourquoi ne le contacteriez-vous pas pour voir s'il peut parler avant ou après? Geoffrey. Ok, je vais le faire. Merci. Victoria. Je me souviens pas si je vous ai dit ou si je n'en ai parlé qu'à Washington quand j'ai parlé à Jeff Feltman, sous-secrétaire des Nations Unies pour les affaires politiques. Ce matin, il avait un nouveau nom pour le type de l'ONU. Robert Serry. C'est un envoyé de l'ONU en Crimée. Je vous ai écrit à ce sujet ce matin. Geoffrey. Oui, j'ai vu cela. Victoria. Ok, il a obtenu aujourd'hui à la fois de Serry et de Ban Ki-moon que Serry vienne lundi ou mardi.
Ce serait formidable, je pense. Ça aiderait à souder ce projet et d'avoir l'aide de l'ONU pour le souder. Et vous savez quoi? De baiser l'Union Européenne. C'est le fameux fuck the EU. Geoffrey. Non, exactement. Non. Je pense que nous devons faire quelque chose pour le faire coller à nous. Parce que vous pouvez être sûr que s'il commence à prendre de l'altitude, les Russes vont travailler dans les coulisses pour essayer de torpiller. Encore une fois, le fait que c'est sur la place publique en ce moment, dans ma tête, je suis encore à essayer de comprendre pourquoi Yanukovych, on n'a pas compris la fin de la transcription. En attendant, il y a actuellement une réunion d'un courant du Parti des régions et je suis sûr qu'il y a un débat très animé dans ce groupe à ce sujet. Mais de toute façon, nous pourrions faire tomber la crêpe du bon côté si nous agissons rapidement. Alors laissez-moi travailler sur Klitschko et si vous pouvez juste conserver quelque chose, je pense que nous devrions juste chercher à trouver quelqu'un avec une personnalité internationale pour accoucher de notre projet. L'autre question concerne Yanukovych, mais nous en reparlerons demain. Nous verrons comment les choses commenceront à se mettre en place. Victoria. Donc sur ce point, Jeff, quand j'ai écrit la note, Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du vice-président américain, m'a répondu d'une manière très formelle en disant que j'avais besoin de Biden, c'est le vice-président des États-Unis, et j'ai dit probablement demain pour les bravos et pour réussir à faire coller les détails. Donc Biden est prêt. Geoffrey, ok, très bien, merci. Donc là, vous venez d'entendre la retranscription qui, c'est pas très facile à lire parce que c'est une retranscription avec des morceaux de phrases coupés. Mais l'on voit bien que les États-Unis ont très clairement poussé leurs agents d'influence en Ukraine vers le pouvoir. Et l'on sait par d'autres sources qu'ils sont tout aussi responsables de ce qui s'est passé sur la place Euromaïdan. Ce serait long d'en expliquer les raisons, les sources, etc. C'est pas l'objet de cette vidéo. De toute façon, la personne qui va recevoir ce courrier n'est pas dupe. Hein. Les gens qui sont dans les hautes sphères politiques savent pertinemment que la réalité n'a strictement rien à voir avec ce que les médias nous racontent. Donc à ce stade de la jeunesse de la guerre civile ukrainienne, il est à noter en premier lieu que la Russie n'est en rien responsable du drame qui se joue sur place. Le président Viktor Yanukovych avait d'ailleurs signé un accord avec les chefs de file de son opposition le 21 février 2014, portant notamment sur des élections présidentielles anticipées, alors qu'il ne lui restait plus qu'une année de mandat à honorer. De son côté, la Russie ne cessait de proposer aux différents partis, position qu'elle tient toujours, de réformer la constitution ukrainienne pour faire de ce pays une fédération, afin que les oppositions culturelles, linguistiques et économiques entre la partie balte, à l'ouest du pays, et slave, à l'est du pays, puissent trouver des institutions plus propres à des compromis possibles dans la gestion du pays. Mais la situation va s'enliser et s'aggraver comme nous le savons aujourd'hui. Il sera reproché à la Russie d'avoir facilité en Crimée l'organisation d'un référendum d'autodétermination permettant aux habitants de la Crimée de rejoindre la Fédération russe. Au vu du fait que Sébastopol est le seul port en eau chaude de la Russie, que la péninsule a été cédée par l'URSS à l'Ukraine en 1954 alors qu'elle était sous giron russe depuis le XVIIIe siècle, et que le référendum reste la voie la plus légitime en droit pour qu'un peuple puisse disposer de son autodétermination conformément à l'article 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU, les récriminations contre la Russie peuvent paraître plus qu'exagérées, voire bellicistes, si l'on compare le précédent imposé par l'OTAN, s'agissant de la dislocation de la Yougoslavie avec notamment l'indépendance du Kosovo, ne faisant suite à aucun référendum. Hein, c'est les pays membres de l'OTAN qui ont décidé que le Kosovo serait indépendant. Cette mise en abîme semble en effet nécessaire pour clarifier la nature des sanctions à l'encontre de la Russie, sachant qu'il conviendrait pour le chef des armées, François Hollande, de balayer devant sa porte avant de porter des accusations gravissimes sur la politique étrangère d'un État. Or, malgré le fait que la Russie n'occupe en rien militairement l'Ukraine, l'Union européenne et la France, par voie de conséquence, appliquent des sanctions économiques à l'égard de la Russie dès que les États-Unis d'Amérique aboient. Les responsables militaires russes, mais aussi de l'OTAN, ont concédé à de nombreuses reprises que si l'armée russe devait réellement intervenir en Ukraine, il ne lui faudrait que 48 heures pour prendre Kiev. Comment peut-on accepter dès lors que des sanctions économiques contre une puissance amie de longue date, lesquelles nuisent en outre aux acteurs économiques français exportant des biens et services en Russie, cela à partir d'un phénomène de propagande plus que d'une réalité militaire objective. C'est donc à partir de ce premier constat sur l'attitude diplomatique française à l'égard de la Russie que nous en arrivons à l'affaire des navires Mistral.
Le contrat de vente signé le 17 juin 2011 entre la France et la Russie porte sur la livraison de 2 navires militaires construits en France pour un montant de 1,12 milliard d'euros. Les 3/4 de la somme seront avancés par la Russie. Différentes clauses portent évidemment sur les indemnités que peut réclamer la Russie en cas de retard, voire d'annulation de la livraison d'un navire. Ainsi, le journal Le Parisien, daté du 26 novembre 2014, chiffre les pénalités comme suit. Outre le montant total du contrat, 1,2 milliard d'euros pour les 2 navires, les diplomates estiment que la partie russe pourrait réclamer environ 800 millions d'euros de pénalités pour chaque navire, soit près de 3 milliards d'euros au total. De son côté, le Kremlin évoque le chiffre colossal de 10 milliards d'euros. À cela s'ajoutent les frais de gardiennage et de maintenance, s'élevant à 5 millions d'euros par mois selon l'article daté du 12 février 2015 du site l'opinion.fr. Et évidemment, l'ensemble de ces pénalités est supporté par les impôts du peuple français. Sans même évoquer les 1000 emplois du chantier STX en jeu, les emplois indirects mis en danger et la crédibilité de la France quant à sa capacité à honorer ses contrats commerciaux en matière de matériel militaire. Enfin, le 15 mai 2015, nous apprenions sur le site de la station de Radio Europe 1 que François Hollande et les ministres concernés par ce dossier seraient en train d'annuler purement et simplement la vente de ces 2 navires. Cette attitude diplomatique n'en est pas une. Ceci correspond à un crime d'intelligence avec une puissance étrangère que l'article 411.5 du Code pénal qualifie de la façon suivante. Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 1 million d'euros d'amende. Et l'infraction formelle est précisée de la manière suivante dans le Code pénal. Le crime prévu par l'article 411.5 du Code pénal est constitué lorsque sont établies des intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature, indépendamment de tout résultat positif, à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels. En effet, le 5 juin, à l'issue du sommet du G7, le président des États-Unis d'Amérique exprime que son souhait que la France suspende la livraison des navires Mistral à la Russie, comme l'indique l'article du Monde publié le 6 juin 2014. Ces récriminations américaines sur nos propres contrats commerciaux avec la Russie n'étaient pas nouvelles, comme l'indique l'article. Barack Obama va jusqu'à parler de coopération plus générale avec la France sur les sanctions envers la Russie. Du point de vue du simple citoyen français un tant soit peu éduqué, il conviendrait plutôt de parler de collaboration avec l'ennemi. Rappelons à ce stade qui espionne la France pour justifier le terme d'ennemi. La France est un État souverain si l'on se réfère à l'article 3 de la Constitution. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté. Cela vaut autant pour M. Obama, dont la légitimité exécutive s'arrête aux frontières des États-Unis d'Amérique, mais cela vaut aussi pour M. Hollande et son gouvernement, qui se doivent de respecter la souveraineté nationale du peuple français et agir conformément aux intérêts fondamentaux de la France. L'ensemble de ces trahisons, sans considération de celles qui sont d'ordre politique uniquement, sont menées tambour battant sous le joug de l'Union européenne, institution ardemment soutenue et financée par les États-Unis d'Amérique, permettant de coloniser mentalement, culturellement, politiquement, diplomatiquement, économiquement les États-nations qui y sont enfermés. Raison pour laquelle je vous remets le torchon 6 juin, non reconnu par la France dans les annexes du traité de Lisbonne, ni dans sa constitution. Il symbolise l'occupation de notre pays, et si déjà plus de 235 drapeaux sont tombés en France au moment où je vous fais remettre ce courrier, sachez que les décrocheurs se prévalent de la préservation du droit de résistance à l'oppression. Monsieur Canivet, Monsieur Debré, vous avez été un haut magistrat et vous ne pouvez être insensible aux faits, arguments et textes de loi cités ici. Je souhaite que le Conseil constitutionnel cesse d'expliquer à notre oligarchie comment nous déshabiller constitutionnellement de notre souveraineté et de notre indépendance nationale, sachant que la première est reconnue comme étant une et indivisible, imprescriptible et inaliénable par le même texte qui fait du droit à l'insurrection un devoir pour le peuple français lorsque le gouvernement viole les intérêts fondamentaux de la nation. Tant que cela ne sera pas le cas, et que le Conseil constitutionnel restera une institution corrompue par les idéologies des personnes nommées par nos oligarques, au lieu d'être un garde-nous-fous de nos droits fondamentaux, vous recevrez d'autres torchons, et attendez-vous à devoir trancher publiquement d'épineuses questions de constitutionnalité sur la légitimité de cet emblème politique sur nos bâtiments publics, et plus encore sur les limites et proportionnalités du droit de résistance à l'oppression.
S'il existe jusque dans notre code pénal, à travers l'état de nécessité, c'est qu'il mérite la considération des juristes ayant un semblant de respect pour l'autodétermination des peuples. Avec l'expression de tout mon respect pour les fonctions qui sont les vôtres, bien cordialement, Sylvain Baron, pour l'association Les Décrocheurs.